Salut, c'est Thibaut et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai réussi à vendre ma société pour 9 millions d'euros et je vais vous partager en détail les 10 décisions les plus importantes qui m'ont mené à ce succès durant ces 7 années d'entrepreneuriat. Mais avant de plonger dans ces décisions, j'aimerais partager avec vous une réalité difficile à entendre. Sur 100 entreprises lancées, seule une poignée atteint le succès, c'est-à-dire atteint une rentabilité de manière durable. Dans le monde de l'entrepreneuriat, atteindre la maturité signifie créer une entreprise rentable, durable et finalement vendable. Et c'est ce que j'appelle le rendez-vous ultime. Pour y parvenir, croyez-moi, il faut prendre de nombreuses décisions. J'estime qu'il y en a 500. Ces décisions sont structurées en 5 paliers et on ne prend pas de décision du palier 3 quand on démarre, donc quand on est tout simplement au palier numéro 1. D'ailleurs, concernant Furtiveo, nous sommes au palier 1. Furtiveo, c'est ma deuxième entreprise. La première, je l'ai menée du palier 0 au rendez-vous ultime, donc en passant par les 5 paliers. Et aujourd'hui, avec Furtiveo, je redémarre au niveau du palier 1. Oui, Furtiveo est une entreprise que j'ai créée en 2023 avec une offre unique, concevoir l'IA générative d'entreprise, une IA qui connaît parfaitement l'ADN de l'entreprise, ses forces, ses faiblesses, son métier, son expertise, son offre, sa vision, ses objectifs, son marché et ses tendances. Vraiment l'entièreté de la société. J'aime dire que chez Furtiveo, on conçoit des IA qui défendent les intérêts de nos clients qui sont des dirigeants de PME. Revenons aux 5 paliers nécessaires avant d'atteindre le rendez-vous ultime que j'ai touché moi-même en 2018 après 7 ans, 35 collaborateurs, 2 levées de fonds, un rachat d'entreprise. Oui, j'ai racheté une entreprise de 5 personnes quand nous étions 17. Le saviez-vous, la majorité des entrepreneurs échouent avant même d'atteindre les 100 premières décisions. C'est ce qu'on appelle la vallée de la mort. Cette vallée entre les premiers clients qui sont gentils, la famille, le bouche à oreille, etc. Ce sont des clients que l'on appelle les early adopters. Et à l'inverse, on a des clients plus exigeants qui sont présents, eux, dans le marché de masse. Donc après cette vallée de la mort, après le gouffre, le ravin. Si on veut être précis, je vais vous partager un chiffre de l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs. Au premier semestre 2024, 30 000 entreprises ont fermé et les sociétés dont le chiffre d'affaires était inférieur à 500 000 euros représentaient 76,5% de ces fermetures. J'insiste, chaque décision compte. Chaque décision est comme une cartouche et en tant que jeune entrepreneur, on a un nombre de cartouches absolument limité. Nous ne sommes pas des super-héros, on a certes le droit à l'erreur, mais il faut apprendre vite. C'est pourquoi j'ai décidé de vous partager mes 10 décisions les plus impactantes. Ces décisions qui m'ont fait traverser ces 5 paliers de l'entrepreneuriat, du créateur à l'entrepreneur à succès. Et restez jusqu'à la fin car c'est seulement à ce moment-là que je vous partagerai laquelle de ces 10 décisions a été la plus importante et impactante dans ma vie d'entrepreneur. Et je peux vous dire, vous n'êtes pas prêts. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les décisions une par une et vous expliquer comment elles m'ont permis de construire, développer et finalement vendre mon entreprise pour 9 millions d'euros. Que vous soyez au début de votre parcours, le palier 1 ou 2, ou alors déjà bien avancé dans le palier 3, 4 ou 5, mes révélations vous aideront à naviguer dans votre propre aventure entrepreneuriale. Décision numéro 1, ma première décision a été de changer mon business model. Et là, on remonte à 2011. À ce moment-là, je pensais lancer une simple société de conseil, car c'est la seule chose que je connaissais à l'époque. Par chance, 2 dirigeants de mon incubateur de l'époque, Raouti et Jérôme, m'ont convaincu de plutôt créer un produit SaaS, un logiciel pour les entreprises. Et je me souviens de leurs conseils vraiment déterminants, comme si c'était vraiment hier. Ils ont même utilisé le mot produit qui ne me parlait vraiment pas plus que ça. Et pourquoi ça a été déterminant? Parce que contrairement à une entreprise de service, un produit SaaS permet de créer quelque chose de scalable, de réplicable et tout ce qui va avec, donc c'est-à-dire les levées de fonds, un marché international, la simplification de recrutement de talents, etc., etc. Et le fait de créer un produit a placé ma société sur un marché international et liquide. Liquide étant une autre façon de dire que l'entreprise trouvera un jour des acquéreurs, donc elle sera vendable. Oui, c'est le sujet de la vidéo, créer une société rentable, durable et vendable et la revendre plusieurs millions d'euros 7 ans plus tard. C'est ce que j'ai fait et j'insiste, le jour où j'ai pris cette première décision de suivre ce conseil, de créer un produit, je ne savais rien de tout ça. Ce que je ne savais pas non plus, c'était la complexité de ce nouveau métier. Vendre des logiciels, vendre de l'immatériel. Un produit, c'est une offre qu'on peut vendre en continu et à de nouveaux clients sans multiplier proportionnellement nos efforts. C'est cette transition de l'idée d'un service à celle d'un produit qui a véritablement défini le modèle économique de mon entreprise et qui a permis de la faire croître de manière exponentielle. Cette décision
a aussi modifié ma manière de voir l'entrepreneuriat. Elle m'a forcé à penser en termes de processus, de scalabilité, de product market fit, etc. Et à partir de ce moment-là, mon focus, il s'est déplacé de la prestation de service à la création d'une solution unique que je pourrais vendre encore et encore. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rapprocher du gouffre, mais ça, on en parle après. Ma deuxième décision a été un pivot et pour cela, on retourne en 2011, le mois du lancement de mon entreprise et en particulier le jour où j'ai accueilli mon premier salarié. Enfin, à l'époque, il était alternant. À ce moment-là, je venais de lancer mon logiciel SaaS à destination des 2000 plus gros e-commerçants d'Europe. Et ce jour-là, Google Analytics lance un produit gratuit et qui vient tout simplement me concurrencer gratuitement. J'avais deux solutions, soit arrêter immédiatement mon business, soit pivoter. Un pivot, c'est assez courant en phase de création d'entreprise, surtout quand nous sommes au palier numéro 1. D'ailleurs, après la vidéo, si vous souhaitez, vous trouverez un lien dans la description vers mon compte LinkedIn sur lequel je partage plus d'informations sur mon parcours, mes études, mes rencontres, etc. J'ai pivoté et j'ai pris la décision de structurer mon entreprise autour de Google Analytics. Je n'avais pas le choix et finalement cela a créé un avantage concurrentiel qui nous a servi pendant des années. Je ne regretterai jamais ce pivot et vraiment j'y pense souvent. Je me dis aussi également que heureusement que je n'avais pas d'associé à l'époque car cela aurait pu être un sujet de discorde dès le mois d'ouverture de l'entreprise. À l'époque, j'ai dû convaincre mon équipe, donc mon alternant, qui est venu vendre la solution initiale, à qui j'ai dit, dès le premier jour, tu ne vends plus ça, mais tu vas vendre ce nouveau produit qu'on est en train de concevoir, un produit qui est plus simple et qui est moins cher. Il ne comprenait pas au début. Je me souviens avoir pris du temps pour lui expliquer, même si moi-même j'étais un peu fébrile sur le coup, je venais de mettre littéralement plusieurs mois de R&D à la poubelle. Si vous êtes confronté à un choix similaire, je vous encourage à ne pas avoir peur de pivoter, adopter une nouvelle technologie ou changer de direction peut sembler risqué, mais c'est souvent ce genre de décision qui peut transformer une idée en un produit à succès. Décision numéro 3, ma troisième décision a été d'investir dans ma formation personnelle et pour cela, on remonte à 2013. À ce moment-là, je traversais une période extrêmement difficile dans mon entreprise. Clairement, la plus difficile de toute l'histoire de ma première entreprise. J'étais au bord du gouffre, financièrement, mentalement et même aussi en termes d'idées et d'énergie. Mon entreprise peinait réellement à décoller et l'idée d'abandonner me traversait l'esprit vraiment de plus en plus souvent. Sans le savoir, j'étais clairement au bord du ravin, à deux doigts de planter ma boîte. J'avais même envisagé de licencier une partie de mon équipe. C'est alors que j'ai pris la décision de m'inscrire à un programme de formation dédié à l'entrepreneuriat dans l'innovation à Stanford en Californie, avec une idée en tête. Dans un premier temps, c'est de prendre du recul sur l'entreprise. Et je remercie mon accélérateur Euratechnologies et la région des Hauts-de-France d'avoir financé une grande partie de cette formation. Je me souviens très bien, j'étais vraiment dans une situation difficile et j'ai vu ce voyage un peu comme un pèlerinage à Lourdes où en plus de me ressourcer et de profiter du soleil californien, j'imaginais peut-être un miracle. Et finalement, j'ai eu le soleil et oui, il s'est passé un miracle. J'ai passé du temps avec d'autres entrepreneurs et ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est à Stanford que j'ai enfin compris ce qu'est un fonds d'investissement et cela a complètement transformé ma vision de l'entrepreneuriat. Stanford m'a ouvert les portes de son monde, un monde qui a fini par me passionner et ce mois de formation a été vraiment la clé de voûte de mon parcours entrepreneurial. Ce passage à Stanford a été un véritable tournant. J'ai compris que le succès ne vient pas seulement d'une bonne idée ou d'un produit innovant, mais d'une réelle exécution. Le fameux E de Chief Executive Officer que tout le monde oublie ou alors comprend mal. J'ai aussi compris à Stanford le travail à fournir pour devenir un réel CEO. Et 3 mois après Stanford, j'ai réalisé ma première levée de fonds et j'ai rencontré Bertrand, mon mentor. Décision numéro 4. Ma quatrième décision a été de m'attaquer à un sujet souvent négligé par les entrepreneurs, comprendre les rouages du capital risque. On est en 2013, juste après mon retour de Stanford, et 2 mois avant de boucler ma première levée de fonds. Et quelque chose me tracassait, je ne maîtrisais pas vraiment les clauses présentes dans les pactes d'associés, et mes profs en Californie nous ont beaucoup sensibilisés sur ces sujets en partageant des histoires dramatiques de mauvaise exécution.
Dans un pacte d'associés, on y trouve les conditions de sortie avec des termes comme bad leaver, good leaver, drag along, obligation convertible, bridge, clause d'antidilution, bref, j'en passe et des meilleurs. Tout ce jargon juridique et financier qui entoure une levée de fonds. C'est alors que j'ai pris la décision de plonger dans un guide sur le capital risque qui était proposé en téléchargement gratuit au format PDF par l'AFIC, qui s'appelle aujourd'hui France Invest. Merci à eux d'ailleurs. Ce livre, PDF de 100 pages, il m'a permis de comprendre en profondeur les dynamiques du capital risque et surtout comment protéger mes intérêts en tant que fondateur et dirigeant d'une entreprise en forte croissance. Notez que le mot capital risque n'est plus vraiment utilisé. Dans le monde du financement d'entreprise, on parle plutôt de VC, Venture Capital ou alors Private Equity. Cette décision numéro 4 m'a permis de négocier des termes plus favorables et surtout de savoir ce que j'étais réellement en train de signer avec mes actionnaires, qu'ils y étaient absolument tous expérimentés et dont c'est le métier. Et il faut savoir qu'un investisseur, il traite des dossiers tous les jours, il connaît tout, ce sont des financiers, ils sont absolument malins et maîtrisent parfaitement ce que j'appelle le billard à 3 bandes. D'ailleurs, 2 ans plus tard, j'ai reçu une lettre d'intention pour une nouvelle levée de fonds et un des fonds présents dans ce tour de table n'a pas apprécié la rigueur que j'avais donnée à mon dossier et m'a dit « Thibaut, j'ai cédé à ce que tu m'as demandé, donc maintenant tu signes, sinon il va y avoir littéralement un bain de sang. » Ce sont ces mots. Il venait juste de supprimer un mot dans un contrat de 50 pages que je demandais de supprimer depuis déjà plusieurs semaines. Et tout ça pour vous dire que chaque mot compte. C'est ce fameux billard à 3 bandes. Au fait, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne car j'ai prévu de vous raconter la suite de mes aventures sur cette chaîne, donc abonnez-vous dès maintenant. Ce PDF gratuit a été ultra impactant pour moi et c'est pour cela que je l'ai mis dans mon top 10. À ce titre, je vous propose à mon tour une masterclass, un PDF et une vidéo qui sont disponibles sur mon site à l'adresse suivante furtiveo.com/500. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous invite à le télécharger dès maintenant. J'y détaille les 5 paliers pour emmener votre entreprise au rendez-vous ultime, qu'elle soit un jour rentable, durable et vendable. Ce guide vous permettra de vous situer dans votre projet actuel, un parcours qui dure en moyenne 10 ans. Décision numéro 5. Ma 5e décision a été de suivre à la lettre les conseils de Bertrand, un mentor exceptionnel que le fonds d'investissement m'a présenté en 2014, juste après ma levée de fonds de 200 000 €. Bertrand, un entrepreneur à succès qui venait de quitter son ancienne entreprise et qui était en transition, avait un petit peu de temps libre. Il a accepté de venir me coacher à Lille, depuis Paris, une journée par mois, une mission qui était bien entendu rémunérée. Et quand on paye un coach, on est forcément engagé à appliquer les conseils, sinon c'est du temps perdu pour tout le monde. C'est là tout l'intérêt du coaching, l'engagement à transformer les conseils en actions concrètes. Et dès le début, je me rappelle, je me suis dit, Thibaut, il faut que tu te mettes en mode PNL, programmation neuro-linguistique, et suivre à la lettre tout ce que Bertrand te partage. L'une de ses premières recommandations était de concevoir un tableau de bord pour piloter mon entreprise. Et je me souviens très bien qu'il m'a dit, Thibaut, tu fais ton tableau de bord dans Google Sheet et tant que tu ne dépasses pas les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, il tiendra le coup. J'ai suivi ses conseils à la lettre et il avait raison. J'ai fini par vendre la société quand on faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et ce tableau de bord tenait parfaitement la route. Ce tableau de bord a été bien plus qu'un simple outil de gestion. Il m'a apporté une réelle sérénité et une confiance solide dans ma compréhension de mon entreprise en mouvement. En 2016, nous avons recruté une personne par mois. En 2017, nous avons racheté une entreprise pour 1,2 million d'euros. Et grâce à ce tableau, j'ai pu être beaucoup plus audacieux et ambitieux dans mes décisions stratégiques. En résumé, la décision numéro 5, c'est d'avoir accepté d'écouter mon mentor sans remettre en cause systématiquement chacune de ses recommandations. Et j'insiste sur ce point car c'est un réel exercice sur soi-même. Bref, sa recommandation a été le tableau de bord, mais bien entendu, ça n'a pas été la seule. Nous avons travaillé ensemble pendant 4 ans et nous avons multiplié la valorisation de l'entreprise par 15 durant cette période. Décision numéro 6. Ma 6e décision a été de recruter un directeur commercial, un vrai A-player, une star dans son domaine et j'ai accepté que mon directeur commercial gagnerait bien plus que moi. On est toujours en 2014, 3 ans après la création de l'entreprise et 4 ans avant la revente.
J'ai levé des fonds et la mission de Bertrand était de m'aider à dépenser intelligemment les 200 000 € levés et je peux vous assurer que c'est une réelle mission. Et à ce moment-là, je réalise que si je veux passer un palier supérieur, c'est le rôle d'une levée de fonds. Je dois prendre cette nouvelle décision et recruter un profil très expérimenté et talentueux, le type de profil que s'arrachent les grandes entreprises. C'est ce que l'on appelle un A-player. Romain accepte de rejoindre l'aventure et transforme en quelques mois mon entreprise en une A-company. Bah oui, seuls les A-company savent recruter et garder les A-players. Je me souviens que c'était une décision difficile à prendre. Recruter un directeur commercial avec un salaire élevé représentait un investissement conséquent pour l'entreprise. Et c'est là où on voit la force et la vision d'un entrepreneur. Et là, je parle plus pour moi, je parle pour vous. Vous souhaitez atteindre un objectif et un nouveau palier et vous n'êtes pas capable de prendre la moindre décision stratégique. Donc là, si c'est le cas, il y a vraiment un avertissement. Vous devez avoir une vision et être tactique. Avec cette levée de fonds, j'avais la possibilité de recruter 3 commerciaux juniors et mon coach a été de bons conseils à ce sujet. Ce profil était nécessaire et on s'est associé avec Romain 6 mois après son arrivée. Les fonds étaient ravis de voir ce profil au capital de l'entreprise et moi, j'étais secrètement en train de préparer mon rendez-vous ultime. Ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que j'ai rencontré beaucoup de difficultés à lever des fonds car j'étais le seul actionnaire opérationnel et pour beaucoup de fonds, c'était no-go. J'ai reçu plus de 10 réponses du genre « Nous cherchons un duo. Notre fonds n'investit pas dans les solopreneurs car c'est trop risqué. » Recruter un A-player a été un tournant pour l'entreprise. Cela m'a permis de me concentrer sur la stratégie globale et libérer du temps pour d'autres aspects cruciaux du business. En 2015, j'ai réalisé une seconde levée de fonds en un temps record. En 2016, nous avons été élus Startup de l'année et c'est Romain qui a pitché sur scène pour ramener ce trophée au bureau pendant que moi, je préparais l'acquisition d'une startup en forte croissance fondée par Julien. En 2017, nous avons reçu notre première offre de rachat alors que j'étais seulement au palier numéro 4. Romain, lui, surfait sur notre Sales Tornado et moi, je m'efforçais de fusionner avec l'entreprise que nous venions de racheter quelques semaines plus tôt auparavant. Et si vous voulez vraiment scaler votre entreprise, ne sous-estimez pas l'importance d'avoir les meilleures personnes au poste clé. D'ailleurs, en parlant de poste clé, j'ai fait une fusion-acquisition avec la société de Julien qui est devenu notre directeur technique. Le rachat de l'entreprise de Julien pour 1,2 million d'euros m'a permis d'accéder au palier numéro 5, celui juste avant le rendez-vous ultime, c'est-à-dire la cession de notre entreprise que l'on a dirigée à 3 pendant 15 mois, le temps de notre process M&A. Décision numéro 7. Ma 7e décision a été de faire des investissements mesurés mais ambitieux en marketing. Des investissements au service de l'équipe commerciale. J'insiste sur ce point, faire du marketing pour faire du marketing, cela ne sert à personne. Par contre, faire du marketing au service de l'équipe commerciale, c'est puissant et cela a été ma décision numéro 7. On est en 2016, 5 ans après la création de l'entreprise et j'ai enfin compris que pour exister sur un marché, il fallait se faire connaître, se montrer et surtout être visible là où ça compte. J'ai donc décidé d'allouer plus de 50% de nos charges à des actions marketing et commerciales. Ce choix a permis de structurer l'entreprise pour participer à des événements majeurs, ce que j'ai appelé les carrefours d'audience. Ce sont des endroits incontournables dans notre métier, ce sont des salons et j'ai dit un jour en réunion, si on n'est pas capable d'être sur un carrefour d'audience, autant changer de métier. Un jour, j'ai sponsorisé un événement et j'étais au même niveau que Google. Être visible à un tel niveau a non seulement renforcé notre crédibilité, mais a également solidifié notre positionnement sur le marché. L'effet boule de neige était clairement lancé. Cela a aussi ouvert des portes que nous n'aurions jamais pu franchir autrement, en attirant l'attention de clients et de partenaires de premier plan, comme tout simplement des acquéreurs potentiels. Et vous savez quoi? Cette décision a été importante car la première proposition de rachat de notre entreprise, je l'ai reçue lors d'un salon sur lequel nous étions en train de briller. Décision numéro 8. Ma 8e décision a été d'être intransigeant sur les recrutements. Je l'ai dit, à une période où nous recrutions une personne par mois, ce que certains vont dire ce n'est pas grand-chose, mais je peux vous assurer que nous étions réellement intransigeants. En plus de faire des tests de logique et d'orthographe à chacun des candidats, nous avons mis un réel accent sur le savoir-être. Très tôt, j'ai compris que les problèmes au sein d'une équipe ne venaient généralement pas des
compétences techniques, mais de l'attitude et la compatibilité du candidat avec les valeurs de l'entreprise. C'est pourquoi j'ai décidé de systématiquement tester le savoir-être lors de chaque processus de recrutement. Pour moi, il ne suffisait pas que les candidats soient compétents, ils devaient également partager notre vision, notre culture d'entreprise et avoir l'attitude qui correspondait à nos valeurs. Cela signifiait parfois de prendre des décisions difficiles, comme ne pas garder une personne durant sa période d'essai si je sentais qu'elle ne correspondait pas à notre esprit d'équipe, même si elle était techniquement performante. J'ai vendu mon entreprise quand nous étions 35 et c'est encore une taille qui permet aux dirigeants qui s'intéressent aux ressources humaines de coacher leurs managers pour maintenir un niveau d'exigence facilement. Nous faisions un entretien d'évaluation chaque trimestre. Et pour les managers, c'était un réel travail, mais pour moi, c'était nécessaire car ça permettait de maintenir à la fois une exigence et un suivi de la motivation dans absolument toutes les équipes. Être intransigeant sur le savoir-être m'a permis de construire une équipe solide. D'ailleurs, tous les anciens membres de mon CODIR sont aujourd'hui des dirigeants à succès de leur propre entreprise. Le premier A-player a aidé à recruter un second, puis un autre, etc. Cette exigence a été une des clés pour construire une culture d'entreprise forte et durable, essentielle à notre succès. Décision numéro 9. Ma 9e décision a été de créer des process dans l'entreprise et d'appuyer l'entreprise sur des logiciels SaaS. Nous étions nous-mêmes vendeurs de logiciels SaaS et c'était inconcevable pour moi de ne pas équiper les équipes de ces logiciels ultra performants. À mesure que l'entreprise grandissait, il devenait évident que la mise en place de processus clairs et efficaces était indispensable, surtout dans une phase de croissance rapide où nous recrutions une personne par mois. Cette démarche a été un facteur clé de notre succès. Avoir des processus bien établis nous a permis de standardiser l'onboarding des nouvelles recrues par exemple, assurant qu'elles soient opérationnelles rapidement et efficacement. Et je me rappelle que notre livret d'accueil, à l'époque, faisait 50 pages et racontait toute l'histoire de l'entreprise. Notre why, comme dirait Simon Sinek. Cela a également permis de minimiser les pertes de temps et d'argent souvent liées à un recrutement mal géré. L'adoption de logiciels SaaS a non seulement amélioré notre efficacité opérationnelle, mais a également renforcé notre crédibilité auprès de nos clients et candidats acquéreurs. Nous devenions non seulement des vendeurs de solutions SaaS, mais aussi des utilisateurs convaincus, ce qui apportait une légitimité supplémentaire à notre discours. La mise en place de solutions SaaS est au cœur de la méthode Furtiveo, une IA générative d'entreprise, l'application de process au sein de l'entreprise qui vont permettre de forger et structurer la vision de nos clients. Cette méthode Furtiveo, nous la mettons à disposition de tous nos clients et c'est un programme de 10 vidéos disponible dans la Furtiveo Academy. Je vous mets le lien dans la bio. Décision numéro 10, la dernière décision clé qui a permis de boucler notre préparation au rendez-vous ultime. Nous avons investi dans des bureaux modernes et bien décorés. Dès novembre 2016, alors que nous venions d'être élus Startup de l'année et que nous avions massivement investi dans des salons, nous avons pris la décision d'aménager des bureaux qui reflétaient notre dynamisme, notre succès et surtout notre vision pour l'avenir. Cet événement n'a pas seulement renforcé notre image de marque auprès de nos clients et partenaires, il a également eu un impact significatif sur notre marque employeur. Des bureaux modernes, bien situés et soigneusement aménagés ont attiré l'attention de jeunes talents, ceux qui sont particulièrement sensibles à l'environnement de travail. En créant un cadre de travail inspirant et motivant, nous avons pu recruter des profils que nous n'aurions jamais pu attirer avec des bureaux plus classiques ou moins adaptés. J'en parle dans mon PDF gratuit. On ne recrute pas les mêmes personnes entre le palier 2 et le palier 5. C'est réellement impossible. Et je sais que c'est dur à entendre quand on est un jeune entrepreneur, mais c'est réellement une réalité et c'est très facile à démontrer. La qualité de nos bureaux a directement influencé la perception des candidats. Lorsque vous avez un environnement de travail qui respire l'innovation et le bien-être, vous attirez naturellement des talents qui partagent ces valeurs. Nous avons constaté que ces bureaux faisaient la différence lors des entretiens, les candidats étaient impressionnés et cela a joué en notre faveur en leur donnant envie de faire partie de l'aventure. En fin de compte, cet investissement a non seulement amélioré notre image de marque auprès des clients, mais a aussi joué un rôle crucial dans notre capacité à attirer et retenir les meilleurs talents et aussi attirer le meilleur candidat à notre rachat d'entreprise. Voilà, nous avons passé en revue les 10 décisions cruciales qui m'ont permis de bâtir une entreprise avec mes
économies 5 000 € à l'époque et de la revendre 7 ans plus tard pour 9 millions d'euros. J'en profite pour vous partager une autre réalité de l'entrepreneuriat. Les 9 millions d'euros, j'en ai récupéré qu'une partie, une petite partie car j'avais des associés suite à mes levées de fonds. La vidéo n'est pas terminée. Ceci dit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'ai prévu de publier de nouvelles vidéos sur la vie de Furtiveo et comment nous allons passer chaque palier jusqu'à notre rendez-vous ultime. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à d'autres entrepreneurs. C'est le meilleur encouragement que vous puissiez me faire. Dans mon parcours, chaque décision a joué un rôle important, mais si je devais n'en choisir qu'une, ça serait la quatrième. Cette décision de plonger dans la compréhension du capital risque a été la plus impactante dans mon histoire personnelle. Elle m'a non seulement permis de mieux négocier mes levées de fonds, et cela a considérablement simplifié ma relation avec mes actionnaires et mes futurs acquéreurs. La lecture de ce guide PDF a réellement transformé ma vision de l'entrepreneuriat et du financement de la croissance. C'est un parfait exemple de comment une simple décision, comme lire un PDF gratuit, peut avoir des répercussions énormes sur un parcours entrepreneurial. Mais rappelez-vous, ce ne sont que 10 décisions parmi les 500 que j'estime nécessaires pour atteindre le rendez-vous ultime, celui où votre entreprise deviendra rentable, durable et vendable. Si vous voulez approfondir ces concepts et préparer votre propre parcours entrepreneurial, j'ai rédigé un PDF gratuit détaillant les 5 paliers qui mènent à ce rendez-vous ultime. 100 décisions par palier. Je vous invite vivement à le télécharger. Vous trouvez le lien dans la description. À très vite et à bientôt sur Furtiveo.